Bonjour à tous, bienvenue au coin du feu. On est dimanche, il est 18h et on se retrouve pour votre rendez-vous de la semaine, hein, comme d'habitude, pour parler de crypto. Aujourd'hui, un sujet très sensible qu'on va aborder autour des altcoins. Avant ça, comment tu vas, Red? Ouais, salut Ilyes, salut tout le monde dans le chat. Un petit coucou aussi à Hunter qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Et content d'être là, il fait beau. On espère que la rentrée se passe bien pour tout le monde. Et nous, on est super contents de continuer l'émission. Yes, yes. Alors toi, c'était comment un peu cette semaine Là, je sais on est le 1er septembre. Est-ce que tu penses qu'on va s'arrêter de dump un jour ou non? Bah écoute, je pense que quand je vois un petit peu les timelines, il reste que les plus fidèles, hein. Il reste que des personnes qui sont assez avancées dans la crypto. On voit très peu de débutants. Et j'ai l'impression que le marché il est en train de nous lessiver. Beaucoup de gens sont en train de capituler dans leur motivation. Donc, en tout cas, voilà, le fait d'avoir fait plusieurs cycles, ça renforce l'idée d'avoir des convictions. Et puis, si vous avez un horizon d'investissement qui est moyen terme, long terme, en fait, euh, toute occasion de retracement est intéressante. Donc, écoute, moi, je suis toujours super, super motivé. Donc, voilà, espérons que dans les prochaines semaines, on ait des bonnes nouvelles pour Yes, redonner un petit peu d'espoir, quoi. c'est vrai que la timeline Twitter est pas très jolie. Au niveau du Fear and Greed, pardon, on est neutre, on est autour des 46. Euh, que dire? Personnellement, vu l'état du marché, je pense que là, on est plus dans des zones où, comme tu as dit, faut essayer je dirais pas d'acheter ou de vendre ou je ne sais quoi, mais plutôt, c'est le moment de s'intéresser. Personnellement, hein, l'été, les phases plates comme ça, c'est là où je digue le plus et je crée un peu mes thèses d'investissement. Donc, je vais chercher les projets à droite, à gauche, faire les thèses, entre guillemets, de pourquoi ça va monter, pourquoi ça va descendre. Bon, les trois quarts du temps, ça, ça sert à rien parce que c'est le Shiba Inu qui pète ou c'est le frérot. Ouais, Mais voilà, on essaie de faire t'as vu, nos due diligence. Je sais pas, toi, peut-être ce temps libre, tu le consacres à quoi, peut-être, Red? Prendre des vacances ouais, aussi? il y a le commentaire de OXY qui me fait rire. Il dit: «À part dire qu'on s'emmerde, il y a pas grand-chose à dire». Ouais, c'est vrai qu'on s'emmerde, hein. Clairement. Heu, il se passe vraiment pas grand-chose et en fait, on le dit chaque semaine, mais tous les projets mettent en pause, leur TGE, que ça soit pour des airdrops ou que ça soit même pour, des préventes. Donc il y a très peu d'infos et on voit même les community managers des projets, en fait, dire pas grand-chose. Moi, quand je vois un petit peu leurs posts, c'est un peu vide en information. Donc Mm. mais comme on l'a vu en début d'année, en fait, dès l'instant où il y a un marché qui reprend, on a les projets qui sortent, à la suite, des supers infos, que ça soit en termes de tech ou que ça soit en termes de, je sais pas, lancement de token ou de partenariat et donc en fait, on peut avoir comme ça des cycles ou un cycle à la rentrée, on peut avoir une petite bulle d'information et ça serait cool, quoi. Yes. Des petits conseils de la part d'Hunter aussi qu'on embrasse, hein. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais voilà. Euh, Au niveau aussi, toujours pour rester dans un peu le sentiment de marché, ce qu'on fait au début, le temps que tout le monde arrive, regardez les Gwei sur Ether. Que dire? Comme d'hab, magnifique. Magnifique, un de Gwei. J'utilise la Layer 1 et j'ai l'impression d'utiliser la BSC à l'époque, où c'était quoi, 50 centimes, 1 dollar de frais, même Arbitrum, hein. Arbitrum 2023, c'était à peu près le même type de frais. Donc, c'est cool de voir que bah, sur Ether, ça coûte pas très cher. Toi, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Parce qu'on en parle souvent, mais tu sais, il y en a beaucoup qui disent comme quoi ça veut dire que Ethereum est mort et aussi que il y a plus de narratif déflationniste. Alors, est-ce que tu aurais la possibilité de mettre l'onglet L2Bit, pour qu'on voit, toutes les Vas-y. transactions, de Ethereum et de ses Layer 2? Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que, j'ai l'impression, enfin, c'est même pas qu'une impression, c'est un fait, que la mise à jour des blobs, qui a eu lieu, en avril, il me semble, est une vraie Yes. réussite. Parce qu'en Mm. fait, quand on regarde la totalité des transactions, tout en haut, où tu, peux voir, les transactions de l'ensemble des Layer 2, et ben, on est, sur des ATH, en fait, ATH sur Ah, ATH, attends, donc je crois que c'est là. Liveness, non. Finality, non. ah non, je crois que tu Activity. étais dessus, là? Ah ouais, Ouais, Activity, c'était ouais. là.
et si tu fais un peu plus large, Ah alors oui! super. Pas Bah, en fait, mal. on se rend compte, tu vois, que alors il y a Xai qui est une, layer 2, layer 3 Layer même, 3. Mmh. ouais, spécial gaming, donc qui fait beaucoup de transactions, qui vient un peu aspirer tout le volume. Hem, Mais Base, hein, quand heu, même, hein. ouais, Base, c'est incroyable, hein. Ils ont énormément de transactions et en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même, des ATH transactions qui se passent et qui vont s'inscrire sur, Ethereum, et finalement, on a des frais Ethereum qui sont très, très bas. Donc, il y a des progrès qui ont été faits dans la scalabilité, dans les frais de transaction, avec les différentes mises à jour et certes, oui, il y a aussi une sous-activité du réseau principal Ethereum, l'été, mais quand tu vois qu'on a un Gwei, pour des ATH de transaction, bah, c'est quand même assez remarquable, quoi, donc pourvu que Mmh. ça dure. Clairement. C'est ça, 0xAgri qui nous dit que ça a réduit le coût de manière exceptionnelle. Bah, pour le coup, Ether, Yes. c'est un projet, tu sais, au niveau de la roadmap, bon, ils ont un peu du retard, mais qui continue d'évoluer de manière, assez conséquente, hein. Beh, c'est vrai que je pense que l'autre commentaire de OXY, c'est qu'il dit: «Peut-être voir trop, ça a peut-être trop réduit les frais». Oui, bah, Mmh. c'est vrai que ça fait baisser, la rentabilité d'Ethereum aussi, hein, on va peut-être le voir. Hem, mais on a aussi une autre question de Psycho qui nous dit: «À se demander comment ils vont être rentables, les Layer 2». Ah Heu, si, les Layer 2 sont rentables, hein. La Layer 1, elle l'est, mais les Layer 2, c'est ultra lucratif, leur business model à l'heure actuelle. oui et puis on a Joestar qui nous avait fait un super thread qui nous expliquait, notamment la super chaîne avec Optimism, le fait que, les différents OP stack utilisent le même séquenceur, centralisé pardon, donc d'Optimism, fait que la Optimism, et l'OP stack, va générer beaucoup de revenus, associés donc à cette technologie-là. Donc, on peut aussi Mmh. imaginer que, par exemple, bah, la plupart des stacks fonctionnent comme ça, avec, ZK Sync, et leur, stack, Elasticchain. ouais. Bon, on attend toujours, un peu plus d'infos là-dessus. Mais tu vois, j'ai l'impression que ZK Sync, c'est l'exemple type d'un projet qui en a sous le coude en termes d'information, de tech et de développement, Heu, et mais qui zéro communique hype, absolument pas, tu vois? c'est clair. Eh beh, dis-toi, hier, j'étais sur le live de Decrypted et il y a Joestar qui parlait d'une news. Il y a je crois que c'est le gouvernement argentin qui va lancer une layer 2, ZK Elastic Chain pour un service, de vérification d'identité avec, du zero knowledge et c'est le gouvernement argentin qui est en train de développer, cette solution sur une layer 2 qui utilise le ZK Stack. J'étais mort de C'est rire quand ouf. j'ai vu, l'information. Ouais, je crois qu'ils sont vraiment pro crypto là-bas, hein. Mmh. En même temps, vu leur monnaie, il fallait bien qu'ils se penchent sur quelque chose, à un moment donné. Et pour revenir aussi, sur la rentabilité des Layer 2, là, on a les statistiques au niveau de Base. Base, n'a pas de token à l'heure actuelle. Elle dépense Base dépense que dalle, OK? Optimism, on pourrait dire que comme ils distribuent des tokens, ils distribuent de l'argent, donc ça compte dans les dépenses. Mais Base, à l'heure actuelle, ça tourne et de manière annualisée, c'est du 30 millions de profit environ, ce qui est vraiment pas mal. Dites-vous ce que la layer 2 paye sur, la layer 1, je crois que c'est 10 fois inférieur à ce qu'ils reçoivent. Je crois qu'il y a vraiment une vraie marge qui est effectuée. Donc donc voilà, ça c'est aussi intéressant à noter. Mais en tout cas, personnellement, en tout cas, moi, ma thèse autour de ça, on disait que peut-être que les layer 2 avaient trop baissé et cetera. Je pense qu'il faut juste que comment dire? Que les choses évoluent et je pense qu'avec l'évolution, on reviendra très vite au niveau où c'est saturé, en fait. Qu'on va saturer là, pour l'instant, on a de l'espace, mais on va arriver, on va saturer le blob space et il en faudra toujours plus. Moi, je pense que c'est vers ça qu'on tend. C'est un peu comme Ether au début. Au début, j'ai envie de dire, quand ils ont lancé, ils n'avaient pas de problème, entre guillemets, de scalabilité, parce qu'il n'y avait personne. Et à la suite, c'est là où ils ont dû le traiter, tu vois. Donc, je pense vraiment que, certes, les blobs, ça a énormément payé, mais il suffit juste, je pense, d'attendre le début de la compétition pour les fees. Et c'est là où peut-être que Ether en profitera.
Ok. Est-ce qu'on a des choses à rajouter pour le sentiment de marché, Red, ou pas? Bah écoute, rien de spécial, hein, on attend que ça évolue, hein, comme tous. Yes. Ok. Donc on en a fini pour le sentiment de marché, hein, globalement. On s'emmerde. Voilà, c'est le résumé du truc. On peut entamer notre premier sujet, assez intéressant. Et ça m'a valu aussi un airdrop flop récemment. On parlera d'Orderly. Mais que se passe-t-il avec la valorisation des altcoins? Est-ce que tu as t'as une thèse, une théorie, des explications raides, des pistes de réflexion peut-être? Je te laisse entamer. Bah écoute, c'est une très bonne question qu'on peut vous poser dans le chat, hein. Si vous avez des pistes, des théories sur le fait que, bah, que se passe-t-il sur les alts? Comment expliquer qu'on a cette correction qui dure et qui dure? Alors, voilà, on peut donner une partie de la réponse, puisque, on sait que c'est surtout BTC qui a surperformé tout, mais bon, on peut quand même voir que les alts, ont vraiment corrigé, donc ça serait intéressant d'avoir votre avis, votre sentiment. Heu, moi, je pense qu'il y a un vrai phénomène depuis le début de l'année, sont la multiplication donc des airdrops. Et en fait, on se rend compte que la majorité des airdrops, notamment qui ont des gros VC et qui sont sortis avec des tout petites, supply, en fait, se sont fait dégommer. Donc Yes. la liste est grande. Hem, je crois que Binance avait pas spécialement connu des mouvements comme ça, mais si on regardait le tableau, alors pardon, je l'ai pas retrouvé, juste avant de lancer la vidéo, mais c'était un tableau qui listait peut-être une vingtaine de airdrops, listés sur Binance pour le TGE. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait des performances, assez, catastrophiques, -50, jusqu'à -90 pour certaines alts. Mm. Donc on a un vrai, phénomène, de, multiplication, des lancements, sur un marché où il y a pas du tout de nouveaux entrants. Donc en fait, ça Ouais, y a ça pas de serait intéressant que liquidité. tu, ouais, ça serait intéressant que tu nous partages le tableau, Total 3, Ouais, ok, je vais essayer de te si le tu peux le montrer. retrouver. Et oui, donc c'est vrai que si tu regardes ça, en fait, on n'a absolument pas de liquidité qui arrive sur un marché. Mais par contre, de l'autre côté, on a un marché qui a une multiplication du nombre de tokens listés. Et je crois que d'ailleurs 2024 est une année record en termes de sortie de tokens. Et donc, bah, forcément, si sur un marché qui n'a pas plus de liquidité, d'un côté, tu te retrouves avec beaucoup plus de listings d'alt, et ben, en fait, ton gâteau est le même et la répartition des parts du gâteau, elle se fait entre différents alts. Et Mm. donc voilà, là, tu as affiché le. Donc, ce graphe, en fait, total market, c'est le total market excluding BTC et Ethereum. Donc, c'est la capitalisation totale des crypto-monnaies, exclus BTC et Ethereum. ETH. Donc, Et et dis-toi, je pourrais ouais. même pousser le truc plus loin. Je vais le faire même en direct. Je vais même t'enlever la capitalisation de l'USDT et de l'USDC parce que ça représente quand même 130. Attends, hop, USDC. Hop, hop, hop. Là, c'est la vraie capitalisation des altcoins sans les stablecoins majeurs qui pèsent lourd. Voilà. Et en fait, ce qui est ouf dans ce graphe, c'est qu'on voit qu'il y avait un ATH aux alentours de, $1 Mars trilliard. 2024. Ah, tu Ouais, parles dessus. donc, Ok, pardon. ouais, l'ATH, allez, fin 2021, on était à 1 000 milliards. Et là, nous sommes à peu près à 400 milliards. Donc en fait, on est à 40 de l'ATH précédent. Donc il y a, pardon, le marché représente 40 et nous sommes à. 151% de l'ATH. Ouais, donc on en est encore très loin, quoi. Hem Fois 2,5 à peu près. Donc ça montre, quand on voit que le BTC donc est pas si loin et a même touché un ATH, on voit qu'en fait, les altcoins n'ont pas du tout touché, et ont été très loin de l'ATH. Et à côté de ça, une multiplication des tokens fortement valorisés. Mhm. Je pense aussi que, il y a quelque chose, on n'a pas vraiment conscience de ça, c'est en fait, il y a un marché privé, hem
entre VC, OTC, en fait, où les VC, ils peuvent se hedge et ils peuvent vendre une partie de leur prévente sous des marchés privés. Donc, en clair, ma théorie, c'est que, par exemple, un exemple au hasard, ZK Sync, vous avez des VC qui sont rentrés à 1 centime le token et aujourd'hui il vaut 10 centimes, et ben peut-être qu'ils vont le vendre OTC 5 centimes et il y a des personnes qui vont acheter parce qu'ils vont faire un pari jusqu'à l'étape de déblocage. Donc voilà, vous avez des accords un peu comme ça qui permettent quand même à des VC de sortir une partie de leur liquidité en faisant des remises, mais de toute façon ils sont tellement rentables qu'ils acceptent de prendre, on va dire, un manque à gagner. Donc voilà, on se retrouve un petit peu dans un phénomène où le marché n'évolue pas. Mais j'ai l'impression que sur ce cycle, c'est différent. Parce que là, certes, on sait qu'il y a des deals OTC où des VC vendent des tokens bloqués à des remises. Mais le truc, c'est que là, dans l'état de ce marché, c'est que le token Zcash, il est déjà en remise, si tu veux. Et s'ils font. On a à peu près maintenant, on arrive à calculer l'entrée moyenne. À quel prix ils ont acheté le X token. Donc, ils ont toujours des performances sur. On peut parler de Celestia, de Sei, où en seed, ils arrivent à faire x100. Mais sinon, sur le reste, voilà, à peine break-even, tu vois, genre sur Layer 0 ou sur Zcasing, qui sont à peine break-even, voire légèrement en profit. Et je les vois. Genre, ils peuvent pas vraiment se. Déjà, ce hedge avec les contrats perpétuels, c'est mort. Parce que annualiser les funding rates, ils vont payer trop de frais. En plus, vu les deals qu'ils font, je te prends le cas de ZK Sync, s'ils ont une avec 450 millions pour sortir, ça va être, comment dire, ça va être beaucoup plus dur. Bon, ils n'ont pas tous 450 millions, mais tu vois, pour lancer une position aussi élevée, déjà que sur Bitcoin, tu ouvres une position à 1 million, 10 millions, tu fais secouer le cocotier. Alors sur les altcoins, je te laisse, je te laisse imaginer. Je crois que la profondeur des altcoins en général, c'est genre, j'achète avec 100 000 dollars, je crois que je bouge le cours de 2%. Euh, donc voilà. Donc je pense que certes, il y a un marché OTC, mais maintenant, ça ne sert plus à rien vu que les tokens ne sortent plus, tu sais, élevés. Les deals OTC, c'est en mode, ils sont en x100. Bon, allez, on sort en x50, mais on a besoin de liquidité maintenant. Mais maintenant, c'est plus, on est break-even et puis ils attendent leur bag, voire ils le dump. Je sais pas si tu Et vois ce que je veux dire. tu trouves pas qu'il y a une difficulté? C'est de savoir que en tant qu'acheteur, tu peux pas te positionner sur un token qui t'intéresse parce que potentiellement, il y a des farmers d'airdrop qui ont eu des allocations et tu sais qu'ils vont potentiellement vendre leurs bagues et que l'ensemble des bagues airdrop, ça représente 10% de la supply, par exemple. Donc, est-ce que dans ce cadre-là, toi, ça te donne envie de te positionner sur un projet qui vient d'être listé? Bah, comme la mania des airdrops, elle vient de commencer, vu que les deals ont été faits vraiment avant cette mania, je pense que ça n'a pas été pris en compte, en fait. Vu que c'était pas habituel de toujours faire des airdrops et tant de pourcents de la supply. Mais maintenant, dès à présent, moi, si je rentre dans un projet, en tant que VC, oui, ça me dérangerait que des personnes arrivent à avoir un token moins cher enfin, aussi cher que moi, voire même moins cher sur Layer 0 si on compte les frais dépensés pour ce qu'on a reçu. Et en plus de ça, ils puissent dump jour 1, tu vois. Donc ouais, pour moi, ça me dérangerait clairement. Ouais, c'est un petit peu le phénomène. Alors là, on a Figa92 qui nous dit: «ETH n'a pas fait de nouvelles, ATH», j'imagine tu voulais dire, «pour avoir le Ouais. signal de l'alt season». Non, je suis Donc, d'accord. j'imagine que ta théorie, c'est que, le marché des alts ne performe pas parce que Ethereum sous-performe, BTC. J'imagine que c'est plutôt ça ta théorie? Moi, je suis Heu, d'accord avec lui, 100%. je sais pas si tu peux Tu... nous mettre le graphe d'Ethereum, s'il te plaît? Yes. Yes. Yes, yes, yes. Mais tu regardes ce qu'on a eu cette année, c'est clairement ce qui nous dit, c'est que on a eu deux, trois altcoins qui ont performé dans leur coin. Je pense au Injective, Solana, Tao et tout ça.
Mais derrière, ils ont tous mangé leur mini bear market. Injective, il a moins 70%, je crois. Tao, c'était pareil. Bon, Solana, c'est toujours pas le cas, etc. Et sinon, la plupart des alts, c'est flat, voire même ça fait des plus bas, hein. Atom, ça fait des plus bas. Polkadot aussi. Donc, personnellement, je pense vraiment que pour avoir une, entre guillemets, alt season, il faut voir Ethereum reprendre des parts de marché face à BTC, revoir un peu de hype, etc. Et voilà, parce que beaucoup d'alts sont, tu sais, corrélés à ETH. Donc, quand ETH monte, entre guillemets, les alts montent. Je te parle des pools Uniswap sur les alts qui sont ERC20. Ouais. Ce qui semble revenir pas mal dans les commentaires, c'est aussi, le fait que la macro soit compliquée. Hem, alors, je suis assez mitigé moi sur cet élément-là. Je vois, effectivement beaucoup d'arguments macro qui sont compliqués. Hem, mais si tu mets le graphe du Nasdaq, Ouais, c'est ça, hein. Tu mets la bourse américaine, je vois pas elle est où la. Tu m'as dit le Nasdaq. ouais, plutôt les valeurs tech. SNQ. Tiens. Là, ouais, en fait, on a un Depuis le Nasdaq. bottom, c'est là. Hop, tiens, on a En f fait. C'est ça, donc en fait, on a un Nasdaq, qui, représente, les plus grosses valorisations tech US, en fait, qui fait ATH sur ATH. Donc, Hmm. hem, je comprends effectivement qu'il y a beaucoup d'indicateurs macro qui semblent compliqués. On va voir ce qui se passe dans la suite. Simplement, si on analyse les 6 mois de l'année, là, les 6 premiers mois de l'année, on se rend compte qu'on a un Nasdaq qui fait ATH sur ATH, et qui est assez fort quand même, hein. Il a eu quelques corrections, mais il est quand même assez fort. Et pourtant, autant sur BTC, on ressent beaucoup de force et une forme de corrélation du coup entre les 2, autant sur Yes. les alts, on le ressent pas spécialement. Donc, on a une partie de la tech qui reste des valorisations à risque, hein, qui nous envoie plutôt un signal, de croissance, et on a le marché, crypto, alt, qui lui, performe pas. Et aussi, tu sais, beaucoup des tokens, là, je cite le commentaire de 0x Gris, beaucoup de tokens, on appelle ça des tokens VC, et derrière, quand tu investis dedans, il faut que tu, tu appréhendes l'investissement avec des stratégies VC, en fait. C'est-à-dire que en gros, si je synthétise une stratégie VC, c'est quoi? C'est je fund 100 projets, il suffit qu'il y en ait un qui sorte et qui me fasse un truc de fou, et voilà. Donc là, en gros, si tu investis dans des tokens VC, c'est un peu cette mentalité que tu dois avoir, parce que qui dit que tu investis dans des tokens VC, ça veut dire que tu investis aux prémices d'un projet, tu es très early, et les probabilités que ça ne perdure pas et que même ça échoue, elles sont très élevées comparées à celles du fait que ça réussisse et que ça soit disponible sur plusieurs cycles. Donc, rien que là, en fait, même quand tu investis, il faut que tu aies conscience de comment ça marche le monde des VC. Ce que beaucoup n'ont pas. Et il y a beaucoup de ressources disponibles, mais c'est très difficile. Parce qu'en vrai, la stratégie VC, c'est quoi? C'est les mecs qui rentrent en seed, ils espèrent qu'il y a un deuxième round. Parce que s'il y a un deuxième round, ça veut dire qu'il y a des VC qui ont été, bon, entre guillemets, plus cons qu'eux, qui sont rentrés plus cher. Et ces VC-là espèrent qu'il y en a Ils d'autres sont qui vont pas rentrer au-dessus. i Et ainsi de C'est pas suite. spécialement, pardon, c'est pas Pas de spécialement des souci. gens qui sont plus cons qui rentrent plus tard. En fait, tu as des dans l'investissement, institutionnel, il y a des sociétés, eux, leur but, c'est de rentrer plus tard, et en fait, elles sont OK de rentrer plus tard. Parce que certes, tu as beaucoup moins de valorisation, sur le projet, mais Oui. d'un autre côté, tu as Alors moins de que, risques. mm, Lorsque tu rentres à l'étape de la seed ou de la pré-seed, c'est pas toujours obligatoire d'ailleurs les pré-seed, hein. C'est pas dans tous les projets que tu peux en avoir. Mais mm, plus tu vas rentrer tôt, plus en fait tu rentres sur une idée. Tu rentres sur une idée, tu rentres sur une team, tu rentres sur un concept, mais il n'y a pas eu de preuve de concept. Alors que quand tu rentres, par exemple, à la série A, tu as déjà eu ta preuve de concept avec un c'est clair. modèle, du code, des utilisateurs, donc davantage de choses valorisables. C'est Oui. pas toujours, tu vois, inintéressant de rentrer plus tard, et il y a beaucoup de VC qui vont plutôt préférer rentrer à des étapes plus avancées, tu vois? Yes. En gros, c'était juste pour te dire que quand tu rentres dans un round, tu espères qu'avec ce que tu vas donner, ils vont développer le truc et qu'ils vont réussir à lever plus et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, et quand tu es le dernier VC, tu espères que quand on arrive sur le marché public,
et ben, les retail achètent et adhèrent à l'idée, etc., etc. Et du coup, en fait, c'est des stratégies comme ça que tu dois adopter sur les trois quarts des tokens qui sont sortis, avec de la supply qui n'est pas diluée, qui est entre certaines mains, etc. Donc, Il y a une c'est pour ça catégorie, qu'il faut faire attention. Alors que quand tu es sur un truc type Bitcoin, qui a fait plusieurs cycles, ou Ether, là, tu es moins sur tu vois, de la stratégie VC. Et les gens, bah, ce qu'ils vont faire, c'est que je prends le cas de EGLD. Techniquement, rentrer sur EGLD, il a fait qu'un cycle, le truc pareil sur Phantom. Tu rentres sur un token de VC. Et le truc, il a pas fait la preuve de plusieurs cycles comparé à Solana. Donc, si tu étais un mec, tu as parié que sur une layer 1 VC, bah, tu te faisais rect. Si tu achetais le bottom, là, tu te fais massacrer. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est dangereux, ces tokens-là. Et pareil, faut faire ultra attention. Parce que bah, voilà, c'est ça, c'est les trois quarts, c'est des startups. Les trois quarts ne vont pas performer. Tu rajoutes le fait que c'est un shitcoin, le token, il sert à rien. Ça, il faudra en parler aussi de l'utilité. Et tu rajoutes aussi qu'il y a un gros pourcentage dans les mains de certains acteurs qui, eux, sont peut-être en multiples, etc. Donc, ouais, faut faire attention, je pense. Alors, il y en a certains commentaires qui nous indiquent que le BTC, en tout cas le BTC tient grâce aux ETF. Bah, peut-être, hein. Peut-être que le marché est tenu grâce aux ETF, ça peut être un élément intéressant. En tout cas, on est peut-être en avance sur le cycle aussi grâce aux ETF. C'est peut-être un phénomène qu'on n'avait pas vu par le passé. Peut-être qu'on peut regarder, ce serait intéressant, je sais qu'il y en a pas mal dans les commentaires qui Ether aiment bien les Excuse-moi. je sais dans les commentaires, il y en a pas mal qui aiment, les coins, IA et en fait, c'est intéressant parce que pas mal dans le chat nous a dit que le marché était drivé par, les grosses valeurs tech, notamment Nvidia qui, alors même s'il y a une correction là, a quand même bien aidé, aux performances du marché. Alors une question que j'aimerais vous poser, c'est comment expliquer que, les coins, IA ont beaucoup de mal depuis, l'été? Je pense peut-être à Render. Bon alors je sais que je sais que OXAgri, aime pas du tout le projet. Il va peut-être nous dire que que c'est un scam. Mais il y a eu pas mal de corrections sur, les coins de cette catégorie. Alors comment expliquer une différence entre du coup, des valeurs tech, IA qui ont plutôt tendance à performer, mais de la tech, IA qui, des coins qui corrigent un peu quoi, qui arrivent pas. Alors je sais pas si tu peux nous montrer peut-être quelques valos, quelques Mais projets déjà, comme, AKT, Tao, Render. c'est vrai que les charts là sont un peu horribles. Je sais pas si j'ai tout OK. l'historique, mais une chose est sûre, c'est que depuis mars, on est en moins 74%. Hop. Mais tu sais, j'arrive pas à voir la corrélation en fait. Parce qu'en fait, pour que deux actifs aient corrélé, il faut que, entre guillemets, ils se traînent entre eux. Tu vois? Donc, euh, où il faut qu'il soit dans. Par exemple, le Bitcoin, c'est corrélé à la bourse, parce que, entre guillemets, sur les marchés tradis, ça trade le Bitcoin, etc., ouais, les outils CME, etc. Tu vois. Et après, les autres, bah, ils sont corrélés à Bitcoin parce qu'ils ont des paires face à Bitcoin. Mais du coup, RNDR a profité j'ai envie de dire, de la hype IA, mais bah, comme c'est une hype, tu vois, c'est éphémère. Et dans les chutes, c'est là où, si tu veux, tu as les cerveaux un peu éveillés. Comme ce qu'on a dit maintenant, les gens n'achètent plus enfin, dump le airdrop dès le jour 1, n'achètent plus les tokens de VC qui sont des simples tokens de gouvernance. Ça veut dire que plus ça dump, plus il y a du monde qui part. Et plus ceux qui restent, tu vois, c'est un peu plus des gens éveillés sur le sujet. Je rigole, je lis vos commentaires en même temps. Pardon, c'est pas ce que tu disais. C'est vrai, il a Hem, raison. D'accord, c'est bullshit un peu. C'est vrai qu'il y a... T'en penses quoi, bah, toi, avec le jeu vidéo? on a en commentaire, des personnes qui nous disent que le web 2 fait mieux et donc
à ce stade. Donc, qu'effectivement, l'IA crypto, c'est bullshit. Bon, il faudrait qu'on invite des spécialistes parce que on manque de tech pour vraiment faire une analyse fondamentale dessus. L'idée, c'était plutôt de faire un constat que c'est vrai que les alts sous-performent complètement. En tout cas, les grosses boîtes tech spécialisées sur le sujet. Et du coup, tu voulais peut-être parler d'autres cryptos par rapport Oui, justement à ces projets qui sont sous-valorisés. ouais, j'avais aussi d'autres interrogations. Donc, je prends le cas de Layer Zero. On parle quand même de. Donc, bon, je sais que les VC, c'est pas la parole absolue, la parole sainte, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même des personnes qui ont investi, tu vois, 120 millions à 3 milliards à 3 milliards. C'est-à-dire qu'on était en avril Portant la 2023. valorisation à 3 milliards. Ouais. En 2023, si on se rappelle, 2023, le marché il venait à peine de se réveiller. Et je crois que même en mars, on avait la Silicon Valley Bank, ça parlait déjà de la fin du monde et que toutes les banques allaient tomber, tu vois. Il y a eu le DPEG de l'USDC en mars, ou je crois que c'était en février. Bref, je pense que tu te rappelles de cette période-là. C'était pas la plus bullish, quoi. Et pour autant, bah, ils ont réussi à lever à une valorisation de 3 milliards. Donc, ils ont acheté des tokens à 3 dollars, ces mecs-là. A16Z, Circle, Sequoia, Samsung et tout. Bon, faut pas oublier aussi qu'il y a eu d'autres rounds avant. Ok, il y a la seed, elle date de 2021. Et on ne voit pas c'est qui. Il y a même Il y a un phénomène Binance. aussi il y a un phénomène sur Layer 0 qu'on n'a pas, c'est que en fait, Layer 0 a, vous savez, le bridge et la DApp qui s'appelle Stargate, donc son application principale. Et en fait, Stargate a aussi son propre token. Et en tout cas, je ne sais pas à quel point la rumeur est fondée ou pas, mais il se pourrait que des VC, dans certains deals, Ah, aient eu non, aussi c'est des. réel. C'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur. Ouais, c'est. J'ai même eu la photo et tout. C'est CCTU qui l'avait leak en plus. Mais c'est Ouais, réel, ouais, il avait partagé ils ont ça. reçu des Stargate. Donc en fait, que des investisseurs sur le projet Layer 0 aient aussi obtenu en même temps donc des futurs tokens Layer 0, mais des tokens Stargate qui seraient lancés à beaucoup plus court terme, euh, aussi en bonus, quoi. Donc ça vient fausser un peu la règle du jeu. Et en fait, C'est vrai. il y a un élément qui est extrêmement difficile pour nous, investisseurs, avec ce milieu-là, c'est qu'en fait, les deals, ils sont tellement opaques, on n'a accès à aucune data. Donc, par exemple, tu vois, sur Crypto Fundraising, sur CryptoRank, sur voilà, ce type de C'est très site, flou. ils nous partagent à chaque fois des informations. Et en fait, on n'a pas accès aux deals et on n'a pas accès aux accords. Voilà. Et vu que tout ça, c'est de l'ordre du privé, et ben, on n'a pas peut-être tous les éléments, tous les enjeux. Et au-delà d'une somme levée par rapport à une valorisation, donc d'ailleurs, c'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours cette information, je veux dire, donc c'est bien quand on l'a. Bah, il peut y avoir d'autres accords annexes, d'autres tokens, je sais pas, des éléments comme ça qu'on n'a pas spécialement. On peut avoir des accords où en fait, et ben, si, un VC vient déposer de la liquidité dans un protocole, et ben, lui, son nombre de points, il sera doublé, triplé. Il aura un Ouais, bonus de par points rapport à nous. par Mm. rapport aux autres. On peut avoir des accords comme ça. En fait, vu que tout est opaque, et ben, pour nous, investisseurs, et ben, on doit jouer avec des règles du jeu qui sont complètement biaisées. Heu, donc C'est un bah, comble, hein. C'est la crypto, c'est censé être transparent et puis on joue avec un jeu opaque. et bah, du coup, c'est vrai que tu vois, quand on a des TGE avec des projets qui sortent à des valorisations de 17 milliards comme, Starknet, ou de 17 milliards comme, Wormhole, bah, en fait, tu pas d'acheteurs en face. Parce que, les quelques acheteurs qui se sont positionnés, et ben, la smart money, qui connaît un peu les règles du jeu et qui sont en mesure de mettre des gros tickets, bah, entre pas. Tu vois? Laisse le cours complètement s'effondrer, ont conscience des Mhm. valorisations, ont peut-être accès au deal. Parce que quand tu regardes les noms qui sont, indiqués, sur, ton écran, en fait, on retrouve toujours les mêmes. Donc ce petit monde de l'investissement, il est composé de 20-30 acteurs, et Yes. les mecs qui travaillent dans ces fonds d'investissement, ils se connaissent tous. Donc ouais. Et même les market makers. J'ai une petite liste ici pour étayer les propos. C'est voilà, c'est toujours les mêmes. Jump Crypto, Wintermount, Ember, Cellini, etc.
c'est aussi toujours les mêmes qui font le market making de ces tokens. Donc, Tu vois, toujours c'est et ça aussi, c'est un truc qui est vachement opaque, le market making. Ah, en fait, pour vous expliquer, quand vous avez un nouveau token qui va être listé, et ben, en fait, dans la tokenomie, c'est pas toujours précisé, heu, quelle, somme d'argent va aller au market making. Alors parfois, ça peut être des accords de prêt, mais forcément, si vous sortez votre token, vous allez avoir des besoins de liquidité sur des échanges, pour qu'il y ait justement, des ordres d'achat, il faut qu'il y ait des tokens en circulation. Donc vous avez un projet qui va prêter, peut-être donner à, des échanges, des market makers, des tokens pour justement créer de la fluidité sur, le carnet d'ordre et qu'il puisse y avoir, sur des DEX, sur des échanges, des transactions. ah, mais Et en c'est fait, pareil, tu vois, ça, c'est complètement opaque. On ne sait c'est jamais combien de opaque de chez tokens opaque, hein. sont donnés. Est-ce que c'est prêté? Si c'est prêté, combien le projet paye? Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça ouais. Moi, ce que je vous invite à voir, il y a une émission du podcast Steady Lads où du coup, il y en a un qui bosse chez Cellini Capital et du coup, ça fait longtemps qu'il est dans la sphère, il est dans ce petit monde market making, listing, bref, tout ça et il a fait une émission complète. On entend beaucoup c'est la photo market maker, tu vois, si le token il pump. Enfin, il dump ou il pump. Là, vu qu'en l'occurrence, c'était, tu sais, pendant le dump de Mars et Wormhole, il allait à la cave, ZK Sync et tout. Et en mode, les gens se disent, bon, c'est qui qu'on va accuser pour ce coup, tu vois, c'est à cause de qui qu'on dump. Et en fait, il expliquait un peu. Donc, il a montré plusieurs tableaux qui faisaient du market making. Il expliquait qu'il y a certaines firmes, du coup, certaines entreprises de market making qui étaient spécialisées pour les low cap, donc les projets, tu sais, qui sont des petites valorisations et qui veulent gonfler le truc. Eh ben, ils vont voir certains market makers parce qu'eux, ils ont l'habitude de bidouiller les trucs et de réussir en fait, à faire pump leur token. Ça, c'est vraiment des pratiques courantes et c'était surtout courant aussi à l'époque de FTX. C'est pour ça que FTX, ça fait beaucoup de mal, mais FTX, c'était la piraterie aussi à ce niveau-là, ce qu'il expliquait. Bref, tu en as d'autres qui sont un peu plus old school. Ils ont tous un peu leur spécialité, tu vois. Donc, des approches flexibles. Donc, c'est eux les bidouilleurs, en gros. Euh, Bah, imagine-toi, ces gens-là, ils se retrouvent avec, 3-4 de la supply pour faire du market making et à côté, la supply airdrop, TGE, c'est 8. Bon, bah, tu vois, ils se retrouvent parfois avec, la moitié de la supply airdrop, donc, 1/3 de la supply, initialement disponible. Bah, ils ont un pouvoir de manipulation qui est incroyable, même si, voilà, c'est ça. Et en normalement, plus, ils n'ont pas payé, hein. Ils n'ont pas payé. C'est surtout ça le truc. Et t'en as plein hein, qui faisaient des bidouilleries. Et au final, après un bear market, il y en a plein qui sont éteints. Et il nous le dit ici, Jump Crypto, Alameda, Free Arrow Capital, je pense que vous connaissez. Dès qu'eux, ils se sont effondrés, eh ben, on l'a vu sur le prix des cryptos parce que c'était eux les bidouilleurs dans cette sphère-là. Et pour continuer, il met aussi un autre tableau où il explique, et hein, c'est un peu la théorie que tout le monde avait, c'est que dès que c'est listé sur Binance, ça pump. Et en gros, il vous explique vis-à-vis de votre token, si vous arrivez à vous faire lister sur Binance, eh ben au niveau comment ça s'appelle, de la puissance de votre token au listing, elle est plutôt importante, elle est high. Par contre, pour se faire lister chez eux, c'est aussi la difficulté est haute. Parce que, un, tu dois leur donner je ne sais pas combien de pourcents de la supply. Deux, il faut qu'ils aient envie de lister ton token sur la plateforme, etc. Donc, il y a plusieurs choses à voir. Mais tu vois ici, par exemple, Binance, l'impact est énorme au listing. Pareil pour OKX. Et par contre, c'est difficile d'être listé, mais les coûts, il n'y a aucun coût sur OKX. Donc, dès que tu es listé sur OKX, c'est pas mal. C'est pas trop pas trop des charognards comme Binance qui te demandent des pourcentages pour faire leur lunch pool, pourcentage pour être advisory, etc. Donc voilà, tu en as plein. Et puis, tu as les trucs négligeables, KuCoin, BitGate, etc. Sur ton listing, bah, ton token, il va juste aller par terre. Il n'y a pas vraiment de force. Mais aussi, c'est pour ça que c'est aussi facile de se faire lister chez eux. Et voilà. Donc, Coinbase, pareil, qui suit pareil que OKEx, où c'est difficile de se faire lister,
l'impact sur ton token, il est minime. Par contre, tu n'as pas besoin de payer pour te faire lister. Donc voilà, je vous invite à regarder le podcast. Vous avez le titre ici qui est ultra intéressant et il explique aussi pas mal de choses. Il expliquait les market makers qui reçoivent comme deal. Tu sais, vu qu'ils sont exposés au token, et ben, ils ont entre guillemets, des assurances de couvrage. Ils doivent remplir certains critères, donc leur market making doit être, il doit avoir un uptime, du coup, être live 98% du temps. Enfin bref, du coup, il y a plein de modalités comme ça. C'était ultra intéressant, 1 heure, mais voilà, vraiment à regarder. Et vous verrez qu'au final, même les market makers peuvent pas grand-chose. C'est ça que je voulais dire, c'est que s'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de liquidité qui achète, comme ce qu'on a sur ce marché, c'est mort, ça sert à rien. Et les market makers, pareil, ils ont un bag de ZK, ils ont un bag de Wormhole, et ni les utilisateurs et ni les market makers sont contents vis-à-vis de ces tokens-là. Donc, genre, on est un peu tous dans le même bateau, même si c'est certains bidouilleurs. Et les Est-ce grands que tu peux gagnants nous ici, on le voit, c'est les exchanges. Surtout ouais. les Binance qui demandent des pourcentages. Et en gros, là, ça te montre encore une fois, niveau transparence aussi de ces tokens-là, que beaucoup aussi ont réalisé, c'est que tu ne sais pas quel pourcentage Binance a, si ils sont comptés, Binance Lab, c'est compté dans les VC, mais est-ce qu'ils ont reçu plus de tokens dans le advisory? Tu vois, des fois, ils aiment bien camoufler ça. Et donc voilà. Est-ce que tu peux nous, mettre, sur CryptoRank, le les déblocages de Wormhole? Et et en fait, Yes. c'est un peu un cas d'école, ce qui se passe sur ce projet-là, qui est sorti Hop. avec donc si tu regardes donc vesting, voilà. Et en fait, si tu descends un tout petit peu, tu as unlock event, voilà. Et en fait, regarde, il y a des unlocks quotidiens. Donc en fait, pour pas faire des gros unlocks, ils ont fait des unlocks tous les jours, 1er septembre, 2 septembre, 3 septembre. Bon voilà, c'est comme ça depuis février. Et en fait, bah, ça représente 1,47 million de tokens, qui, viennent, sur le marché, hein, qui sont libérés, Ouais, chaque jour. c'est Et donc en 300 fait, 000 dollars à peu près. 300 000 tous les jours, tous les jours, tous les jours comme ça qui rentrent sur le marché. Bah, si tu mets la courbe de si tu mets Ouais, après, eux, la c'est quand charte même, c'est Excel. après la fondation, elle dump hein, pour développer ces trucs. C'est vrai. Donc ouais, ça arrive sur le marché, clairement. Tiens. Oh là 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 là. Ça perd l'hypopète. Et en fait, je pense que, il y a un marketing qui est fait pour, essayer de venir, laisser penser que tu vas pouvoir avoir un airdrop avec un token. Heu et je pense que même nous, on s'est fait avoir, sur certains tokens, hein, par, ces arguments-là, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, pour en parler, justement, se rendre compte du passé pour essayer de s'améliorer sur, des nouvelles positions. Et typiquement, bon, bah, un wormhole, qui est sorti, après il y avait plus d'euphorie, en février, mais bon à 17 milliards pour avoir une valorisation qui aujourd'hui est beaucoup, beaucoup, inférieure, à 2 milliards. Donc tu vois, c'était divisé par 6-7. Mm. Et des unlocks, et ça fait mal aussi. Donc je pense que ça peut peut-être ouvrir un ça pourrait faire l'objet d'un autre thème, mais c'est est-ce qu'on peut se positionner sur des projets qui ont 90 de leur supply ou 80 de leur supply, encore, bloqués? Est-ce que tu vois, c'est possible de se positionner, et tu as que 20 de la supply, Mm. et sachant que l'échelle de temps, c'est pas, des dizaines d'années, c'est 3-4 ans. Je pense que c'est ce que je disais, hein, c'est faut la jouer en mode VC, il faut en prendre plein de petits. Il suffit que tu en as un qui fasse un délire pendant le bull market et tu t'en sors. Mais ouais, je pense que la plupart auront leur performance atténuée. Après, c'est difficile de jauger parce que le dernier cycle, on a vraiment fait des trucs de singe. Et je sais pas si un jour on reverra ça en fait. J'ai l'impression que là, on est plus sur je sais pas, peut-être une création de valeur plus lente, vu comment là, ça fait longtemps. On n'a jamais autant range, je pense, sur BTC aussi longtemps, mais c'est difficile à jauger. Mais je pense que ouais, c'est ça, faut faire attention à ces tokens-là, tokens VC, quoi, et appréhender des stratégies où ça correspond à un risque minime et derrière, ce que tu risques de gagner, ça vaut le coup, tu vois. Donc, typiquement sur Wormhole, si tu es en mode tu veux jouer VC,
les VC sont rentrés à 2,5 milliards environ, bah, tu rentres quand même à 2,5 et tu as le même risk management. C'est, voilà, je vis tant et tu fais ça sur plein de projets. En tout cas, moi, personnellement, je le vois comme ça. Mais si tu fais horizon, je pense que ce genre de token-là, c'est des horizons 2 ans, quoi, à peu près. Après, Oui, c'est au-delà de ça. ça, ça Bah, si meurt, tu as hein. un horizon, si tu penses qu'il peut y avoir un bull run, il peut y avoir, une augmentation des cours, généralisée à horizon 6 mois, 8 mois, et que finalement tu as pas trop de déblocage sur cette période-là, pourquoi pas? Heu, Mm. mais sinon c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, moi, tous ces coins-là, je les fuis, moi, c'est terminé. Bah, en fait, on s'est tellement fait rect déjà le dernier cycle avec les pancake swap, on se pensait invincible, on pensait que le yield c'était la meilleure invention de la Terre, inflation pour booster nos liquidity providing et tout. On a fait des trucs de zinzin comme ça et on a vu le pancake, genre même Uniswap, hein, le truc était à 50 $. Va dire à quelqu'un à ce moment-là, ton truc il va revenir aussi bas. Pareil sur Solana, on était à 200. Si tu aurais dit à quelqu'un, on aurait touché les 8 $. C'est quelque chose qu'il n'aurait jamais vu. Donc, c'est pareil avec ces tokens-là. Maintenant, c'est token de gouvernance. On a déjà vu ce que ça donnait. Et on veut s'en éloigner, je pense. Et, et Bah, voilà, Mister quoi. Suika nous dit, «Moi, je vais rentrer sur ce genre de projet pendant le bear». En fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu as raison. Au prochain cycle, heu, si la technologie est bonne, si l'équipe continue de construire et qu'en fait on a, des déblocages qui ont voilà, 70-80 de la supply a été débloquée et qu'en fait, on a touché des prix beaucoup plus bas et que la team continue à bosser, là, c'est des moments intéressants pour rentrer, je pense. Mais c'est vrai que là, il Mais y a je pense tellement de que même là, déblocages qui hein, arrivent, je dirais que même après un beer, la possibilité que ton investissement soit nul, elle est vraiment très élevée. Je pense que ça fait la transition parfaite. On peut parler de ETH vs C Layer 1 et ça donnera, je pense, un bon exemple. Tu verras qu'il n'y en a aucune qui s'est levée et Dieu sait qu'il y en a eu des Layer 1 qui ont été financés, etc. Et elles Ethereum se, killer. ouais, elles se sont toutes pas relevées, hein. Regarde, on va aller sur la liste des chains ensemble. On va regarder. Euh, alors, bon, Solana, ça s'est relevé. Avalanche, c'est. Est-ce qu'on considère ça dead Avalanche ou pas? C'est bon. Non, je pense qu'il y a toujours un écosystème, hein. Mais c'est vrai qu'en termes de transactions, ça paraît assez calme, hein. Très, très calme même. Bah, moi, juste, pour moi, la TVL, je regarde juste ça. C'est en chute libre. Il y a zéro croissance là. Le nombre Mmh. d'AVAX bloqués sur la blockchain, elle est juste en chute libre là, tu le Et il vois. y a quand même 1,2 milliard, hein. C'est quand même, c'est Ouais, pas mais rien, tu après, vois? le token, il vaut très cher, hein. Je crois qu'il Ah vaut. oui, oui. Voilà, Oui, c'est tu as 10 raison, milliards s'ils aussi, bloquent leur l'AVAX, hein. token, oui. Ouais. Moi, tu sais, c'est surtout au niveau de ces métriques-là. Est-ce que ils ont été financés énormément? Est-ce qu'ils ont connu de l'attraction, de l'adoption? Avax, ils ont beau être financés énormément, tu vois, ça n'a pas tenu le coup du bear market. Bah, après, la Même difficulté, c'est Polygon, hein. que en fait, tu la tech, elle évolue tellement vite que tu as des nouvelles chaînes qui arrivent, tu as des layer 2 qui arrivent et qui permettent de scaler Ethereum, Mhm. et du coup, ça ouvre moins d'intérêt à certaines anciennes technologies de layer 1 aussi, tu vois? Mhm. Regarde Polygon, par exemple. Pareil, Polygon, au niveau de l'évolution, là, ça n'a pas repris. Donc, Ah et purée, c'est incroyable, hein, de voir et qu'il y avait pourtant, 12 eux, milliards de TVL. regarde, même là, toujours dans le truc de c'est trop opaque, ils ont fait un round. D'ailleurs, je sais même pas comment ils sont au top du top avec tout cet argent. Ils ont fait un round à la fin du bear, 450 millions. C'est un truc de dingue. Donc voilà, Polygon. Alors on avait quoi d'autre dernier cycle? Chronos, bon, c'est cas à part. Euh, Nir. Nir, je crois que c'est l'une des seules. Voilà, tu vois, Nir, Je crois qu'on voit pas c'est ton l'une des écran. seules, c'est un peu potable avec Solana, on va dire. Je crois qu'on voit pas ton écran, Elias. Ah mince, pardon, excusez-moi. Je vais vous montrer ici. La TVL a un peu repris et je crois que même au niveau des utilisateurs, voilà. Donc c'est aussi intéressant à noter. Donc, moi, je pense que le plus rapide, j'avais un thread de Joe Star qui faisait les comparaisons. C'est vrai que c'est pour ça que ça m'a donné envie
tu sais, d'en parler ce soir. Et il a fait un thread où il est en mode, il a comparé les 50 layer 1 et tu vois, elles ont Et je toutes je crois qu'il prend, les transactions aussi en compte. Est-ce qu'il y a des transactions? Est-ce qu'il y a de la TVL? Ouais. genre ADA, pareil, c'est dead. Mais j'aime pas, en fait, il met en dollars Star. Et c'est trop fluctuant par rapport à la valeur. Faut vraiment voir le nombre de jetons en ADA. C'est beaucoup plus représentatif. Ouais, bon, les 2 ont du sens, je trouve, mais ADA, ouais. Ça va vite, hein, les Avax, cycles, hein. Tu vois, le cycle mhm. précédent, je me rappelle, ADA avait une vraie cote, hein. Même fin 2017, C'était ADA, le projet, hein. ouais, c'était, tout le monde en parlait, le cofondateur d'Ethereum et tout, et puis en fait, bon, peut-être qu'un jour ça reviendra, mais ça me paraît vraiment improbable, hein. Ça évolue tellement vite. Pareil, HBAR, ultra financé. Ça n'a pas tenu un cycle pour l'instant. Même Injective, tu vois que bon, ça c'était le pump de cette année. J'avais fait le tout. C'est J'ai vide, toujours dit, hein, Injective, c'est vide, hein. j'ai jamais Il y a compris. Je suis allé sur la DeFi, c'était waouh. Ouais, bah, il y a plein de trucs cool sur Injective. Moi, j'ai une exposition, Ah ouais? mais ouais, c'est vrai que la DeFi est quand même, enfin la TVL est assez vide. Hem, pour l'instant, il y a eu une grosse hype, il y avait beaucoup de volume, en début d'année, mais là, ça s'est complètement effondré et le principal DEX de l'écosystème DojoSwap, pareil, leur token à eux s'est complètement effondré. C'est assez compliqué, ouais. Une question de Asu. Mais Atom est un token de gouvernance, mais malgré ça, je suis confiant avec tout ce qui se construit autour. Vous en pensez quoi? Disclaimer, je ne shield pas le bag JS. Tu peux shield mes bags, il n'y a pas de souci. Mais Atom récupère une part de valeur de la part de ce qui se construit, hein. Que ce soit en airdrop, en stacking aussi, parce qu'en stacking, les revenus qui sont générés avec le Interchain Security, ça apporte des rendements. Et il y a plein de chains qui vont se développer et qui vont utiliser ça. Et voilà, je pense qu'on peut faire écho à l'épisode Cosmos qu'on a fait sur la chaîne qui était vraiment masterclass. Moi, il y a un sujet, mais on va pas le traiter là, mais c'est juste une question pour la prochaine fois, c'est: est-ce qu'une DAO peut diriger de façon efficiente un projet? Et en fait, moi, j'en doute, mais bon, on va pas aborder ce sujet-là, Ah, c'est mais intéressant. c'est en c'est la difficulté quand tu dois avoir La des votes. démocratie ou la dictature, c'est ça? Ouais, exact, et puis, le système un peu biaisé parce que tu as des Mhm. validateurs assez puissants qui ont des conflits d'intérêts aussi. Bon, c'est un sujet qui mérite vraiment, de s'y attarder, donc on va pas trop, y parler, mais Clairement. Je pense que ça peut être une force et à la fois une faiblesse. J'ai envie de dire, c'est comme d'hab, un nuancé, pas de bonne réponse, quoi. Mais c'est intéressant, on est d'accord. bah, c'est Fred nous dit un truc intéressant, il marque, Atom Future Gas Token. Mais c'est vrai qu'en fait, si le départ, il suffisait qu'il y ait une toute petite commission qui soit payée en Atom sur chaque transfert de l'IBC, ça aurait changé toute l'approche du modèle, de l'écosystème. Mais c'est bon, c'est vrai que ça a pas spécialement été conçu comme ça. Donc, Mais bon. j'ai cru voir qu'il y a des gens qui développaient ça dans le Cosmos. Je crois que c'était Leap. Mais tu sais, en mode, tu récupères du Atom et tu peux payer tes frais sur n'importe quelle blockchain en Atom pour un peu le mettre au centre du Cosmos. Et c'est des solutions, tu sais, c'est juste des solutions de account abstraction, quoi. Et tu Ouais, pourras bien faire ça sûr. Mais tu vois, c'est pas une définition, un usage par défaut, quoi. Ouais, Et clairement. Mhm. ouais, bon. C'est vrai. On, di- Et on ç divague ça un nous peu. offre, ouais, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, continue, excuse-moi. Je pensais que tu avais terminé. Non, mais, c'est sûr que, bah, la plupart des chaînes que tu nous montres, j'ai l'impression que c'était un peu le résumé de Joestar. C'était que, il y avait 3-4, 5 écosystèmes qui étaient intéressants à suivre, quoi. Et et si tu descends un tout petit peu, c'est aussi des écosystèmes qui m'intéressent. Moi, je suis pas mal Aptos parce que, Ah, heu, c'était au-dessus, Aptos. Ouais, après, eux, ça vient de naître, quoi. Donc, c'est dans le. ouais, la paire Aptos se suit, mais Aptos, on a de la TVL, on a des transactions, on a beaucoup de transactions qui est notamment lié à un petit jeu, Tap to Earn là, mais ça tient en termes de transactions. Après,
ce qui est difficile à dire, en fait, avec toutes ces métriques, c'est que tu sais pas la part de la TVL qui est associée à une volonté de farmer un airdrop. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut pas, retirer le Mmh. fait que la DeFi et la TVL, sur des protocoles, sur certains protocoles ou certaines chaînes et avec un gros pourcentage associé à du farming, d'incentive, airdrop ou token de gouvernance, tu vois? Tu viens farmer du yield. Mais en tout cas, et donc c'est difficile de dire, «OK, bon, bah, c'est cool, il y a de la TVL sur ce projet, donc le projet il peut c'est un projet qui attire», mais à partir du moment où tu as plus d'incentive, tu fais ton airdrop, heu, bah, comment tu fais revenir les utilisateurs? Comment tu continues de faire de l'adoption? Tu vois? C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Mmh. Les incentives, c'est le nerf de la guerre, clairement. C'est du marketing, quoi. C'est quand tu es une chain, tu es une boîte et tu dois, entre guillemets, c'est comme tu as des clients, tu vends ton produit, tu fais en sorte que ça soit, récurrent, quoi. Donc Ouais. Bah, ça serait intéressant de peut-être faire une transition sur, bah, toutes ces layer 1, d'aller regarder un petit peu qui gagne de l'argent, quoi et yes. Juste pour, je clôture oui, sur vas-y, je t'en Ether. prie. C'est l'un des seuls où tu as bon, tu as un peu d'airdrop farming sur Ether, on est d'accord. Bon, voilà. Mais, comparé à toutes les idéologies de, voilà, toutes les autres terrains, GLD, Fantôme, Bi c'est mieux au final quand je regarde concrètement, je vois que la TVL, surtout quand je regarde en Ether, bah, elle a pas quitté la chain, donc bear ou pas bear, bon voilà. Après on peut sortir tous les arguments, il y a des Ethers qui étaient bloqués pour l'événement The Merge, il y avait, bref, tu peux trouver tout ce que tu veux. En tout cas, factuellement, tu vois que Ether, c'est 40 millions d'Ethers qui est bloqué on-chain. C'est 33 de la supply qui est sur des protocoles on-chain, ce qui est assez fou. C'est un nombre de ah mince, je partage pas le bon onglet. Pardon, excusez-moi. Ah, vous le voyez là. C'est un nombre de validateurs aussi qui est croissant. C'est un nombre de transactions malgré les GUI faibles et c'est une idée reçue, c'est qu'il y a toujours le même nombre de transactions sur le mainnet. Excusez-moi. Donc Et c'est intéressant qu'il y ait pas eu de creux pendant le billard, tu vois? mmh ça c'est un réel signe entre guillemets, même si on a des zones de ralentissement, mais ça montre que Ether, vraiment il a le vent en poupe, hein, Ça fait des niveau paliers, tu utilité. vois? Mmh. Et bon, il y a un de 2018 à 2020, il y a peut-être un petit creux, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de smart contracts et d'applications, à partir de 2020-2021 et donc on observe plutôt un palier assez droit. Yes et après, même si ça «retrace» entre guillemets, faut juste que ça retrace pas tout le mouvement haussier comme ce qu'on a eu sur les 3/4 des alt layer 1 qu'on a vu, hein. Si ça installe une valeur au-dessus que ce qu'on avait avant, c'est là où c'est positif et même au niveau des stablecoins, tous les stablecoins qu'on a dans l'écosystème, c'est côté Ether, on est à 82 milliards quoi. Donc c'est vraiment pas mal et bah, toutes les métriques sont quand même tournées à la hausse. Donc voilà. Mais je pense qu'on peut parler aussi de la métrique des revenus et ça fait la transition parfaite et Ouais, donc carrément. je partage ton écran. Et il y a aussi, AAV, qu'on peut aller regarder juste après parce que c'est assez Mmh. intéressant les, les sommes, les volumes qu'ils arrivent à attirer, sachant que bon, il y a plus du tout d'incentive, on va dire, de farming d'airdrop dessus. Bah, ce qui est intéressant avec ce tableau, donc déjà, DeFi Llama, c'est un outil qui est absolument génial pour regarder énormément de data sur l'ensemble de la DeFi. C'est un projet qui est, communautaire, donc bah, chapeau, aux équipes qui maintiennent ça. Mmh. Hem, Par contre, c'est vrai que le fondateur, il disait quelque chose qui était super intéressant, un des créateurs de DeFi Llama. Il disait sur Twitter un truc super intéressant, c'est que les équipes, pour mettre leur TVL sur DeFi Llama, c'était très facile, elles venaient tout de suite parce que justement, elles voulaient montrer de l'attraction pour leur protocole. «Ah bah, il y a des utilisateurs qui arrivent, qui déposent des liquidités, ça crée de la TVL sur mon protocole», donc les équipes, elles viennent tout de suite, elles viennent d'elles-mêmes. Par contre, il disait qu'il avait plus de mal à, hem, avoir les équipes de ces projets-là qui indiquent leurs revenus et c'est un peu un sujet qui est tabou, dans Yes. l'écosystème. Donc je vous invite à j'ai plus le nom de je faudrait que je retrouve, comment il s'appelle, le fondateur de DeFi Llama, mais c'est un compte super intéressant à suivre sur, Twitter et du coup, les ici dans Fees revenus sur DeFi Llama, on peut voir les différents revenus des protocoles, en tout cas ceux qui ont été indiqués et connectés à DeFi Llama
Et donc ce qui est cool, c'est que les protocoles qui sont là, sont des protocoles qui ont accepté de jouer le jeu, quoi. Et donc il y a pas mal de je trouve de Ah surprises. attends, il expliquait que certains protocoles ne voulaient pas être référencés sur DeFi Lama? Heu, il expliquait dans un tweet que, heu, tout le monde venait pour de la TVL, pour, se connecter à DeFi Lama, pour être référencé sur l'outil quand tu tapes avec ton website, que tu puisses trouver facilement le site et tout. Donc ça, tout le Ça monde vient. marche. Mais par contre, pour connecter les revenus du protocole, qui tu sais, ça peut être facilement, associé à DeFi Lama, les revenus du protocole, puisqu'il y a des commissions qui sont prises à chaque fois. Tu peux facilement les communiquer pour un Mmh. projet. Mais que ça, cette partie-là, il avait plus de difficultés. Et justement, il critiquait les protocoles, de d'avoir des difficultés à communiquer autour de ça, quoi. Donc c'est un peu plus tabou. Ouais, moi, Hem, je pense que c'est cohérent. Parce que tu sais, on fait souvent le parallèle entre la tradfi, les marchés traditionnels et là. Et il y a une métrique qui est ultra importante, c'est genre ce que l'entreprise génère par rapport à son market cap. Et côté crypto, genre, c'est ridicule. Et techniquement, si c'était des actions classiques, on n'investirait pas sur les tokens autant valorisés qui génèrent si peu. yes, alors, tu vois, dans les informations sur, les revenus, on Mhm. n'a pas toutes les cases qui sont remplies au niveau de l'année. J'aurais bien voulu classer par année, mais on les a pas tous. Alors là, on a quand même vécu un mois d'août. Est-ce que c'est le mois le plus pertinent? Je sais pas. Si je fais par 30 jours. C'est vrai que DeFi Lama, c'est pas mal. J'utilisais aussi Token Terminal. Je sais pas si tu connais pour regarder un peu. Mais j'allais dire, on revient toujours au même constat, c'est très opaque, hein. Tu vas trouver des informations et puis tu vas trouver son contraire ailleurs, etc. Donc, assez difficile. Ouais, bien. Ça reste un outil communautaire, donc il peut y avoir, peut-être des choses qui sont mal connectées, peut-être les protocoles connectent pas aussi les bonnes informations, tu vois? C'est Mhm. sûr que ça reste une source, quoi. Et Et alors ce qui est intéressant, tu vois, c'est que sur 30 jours, alors désolé, j'ai pas les données sur, 1 an, et puis c'est le mois moi, d'août, moi donc j'ai on les est données plus. sur un an si tu veux. Ah, t'as Mais je as un ne autre vois pas onglet? Tether sur un an, ça ne me dit pas exactement combien ils ont fait. Oui, c'est ça en fait, c'est que tu as Ok, pas, tous les le même protocoles sur problème. 1 an. Ouais. Ok. Alors du coup, les grands gagnants, ceux qui génèrent beaucoup de revenus de protocole, c'est Tether et Circle, donc USDC, USDT, USDT, USDC. Et donc là, les revenus sont incroyables. Quand on voit, ce que génère en 30 jours un Tether en plein mois d'août, c'est assez hallucinant, quoi. Donc il y a un modèle économique qui est assez puissant. Heu et c'est intéressant de retrouver Lido ici. En fait, Lido, c'est aussi le plus gros protocole en termes de TVL de la DeFi, mais c'est aussi un protocole qui génère énormément de revenus en prenant des commissions sur, le liquid staking. Là, tu vois, sur 1 an, heu, alors est-ce que c'est depuis le début de l'année? Non, visiblement, c'est depuis 1 an, donc on est Ouais. quasiment à 1 000 000 000. Donc c'est assez ouf, quoi. Je sais pas si tu avais ces chiffres en tête, mais Moi, j'avais vu, il y avait même un mème, dis-toi, c'était en 2023. Il y avait un mème comme quoi Tether avait généré plus de profit que BlackRock pour le premier trimestre, je crois. Puis en 2023, c'était assez drôle. ah ouais, sur Tether, ouais. Mm. Hem, Mine de rien, on a Tron qui génère, aussi beaucoup de revenus. Bon, après Tron est assez opaque, donc la véracité de ces données, je mettrai quand même À un petit point revoir. Et ça d'interrogation. coûte cher aussi. Et c'est surtout les stablecoins. Je sais pas si vous vous rappelez, sur les exchanges, pour transférer des stablecoins, je crois on est sur des 1 $ de frais. Donc, ça aussi, ça n'aide pas. Et alors le grand gagnant, c'est quand même Ethereum qui en 1 an, génère 2,5 milliards de revenus. Et alors c'est intéressant, on regarde le C'est cool, creux hein. connu en août. En août, on a, que 58 millions de revenus pour Ether par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Alors, est-ce qu'il y a le phénomène de la mise à jour des blobs? Est-ce qu'il y a l'absence, complète, d'interaction sur son mainnet, heu, en août? Mais tu vois, on a sur les 30 derniers jours assez peu de revenus, donc c'est une métrique Je, aussi, hein, je- je ça. crois qu'il y a une légère différence, par contre. Enfin, c'est pas entre les fees et les revenus. Je sais pas pourquoi. Donc là, c'est les fees qui ont été générés, mais c'est pas équivalent aux revenus.
parce que je crois qu'ils prennent en compte aussi l'inflation ou je sais pas exactement, mais Bah, je crois qu'en tout cas, il marque ranking by fees and revenus. Mais bon, ouais, parce que là, peut-être tu me que parlais des fees. Mais bref, je crois qu'ils comptent en plus l'inflation de l'Ether derrière euh, OK. par rapport aux fees qui sont payés. Mais ouais, au niveau des, genre, t'enlèves 1 million et ça te donne à peu près les revenus. Enfin, tu divises par deux environ. Donc voilà, après, on va pas tous les faire, un par un, mais on va peut-être juste regarder, quelques protocoles intéressants. Moi, ce que je trouve, ce que je noterais, donc deux trois petites choses qui sont intéressantes à vous dire. Jito, donc qui est le principal LST sur, Solana, c'est un protocole qui génère quand même 216 C'est une 000 000 machine à sous. à l'année. Donc en fait, entre Lido et Jito, on a une information, c'est que les liquid staking sont des protocoles qui génèrent beaucoup de revenus et forcément, moi j'aimerais faire une toute petite aparté sur un projet qui s'appelle Sanctum, heu, puisque, Sanctum. Ils récupèrent un pourcentage bah, c'est ça en fait le liquid stacking. Pour ceux qui ne connaissent pas, au lieu de staker de manière classique, donc bloquer vos tokens pour sécuriser la blockchain, bah, il y a quelqu'un qui les bloque pour vous et en échange, il vous donne un token liquide qui est une preuve comme quoi vous avez un Solana bloqué dans le validateur. Et ce même token récupère les fees générés. Donc avec le temps, il prend en valeur, vu qu'il y a les rendements qui sont comptés. Et Sanctum, c'est une plateforme du coup qui s'occupe principalement sur Solana de LST de plusieurs projets. Et récemment, on a quoi? C'était Drift. Non, pas Drift, pardon. C'était Bybit et Binance qui veulent lancer un truc avec Sanctum. On voit le pump en plus juste ici. Ouais, alors, je vais essayer de te partager, alors, bon, j'expliquerai, sans vous montrer, c'est pas grave. En fait, voilà, c'est juste une petite aparté. En fait, on a vu que dans les revenus des protocoles, on avait les protocoles de LST, de liquid staking, qui généraient beaucoup de revenus. Effectivement, c'est un modèle qui, dans la théorie, a beaucoup de sens, à générer des revenus. En plus de ça, c'est un modèle où en fait ça apporte un vrai service, de mettre un côté liquide sur un token, qui est stacké, ça apporte un vrai service pour l'utilisateur. Donc, c'est un point intéressant. Donc, hem, le token de Sanctum, de ce protocole, s'appelle le Cloud. Et en fait, donc effectivement, il y a eu un airdrop, au mi-juillet, du token, un dump qui a suivi, tout le monde a pris ses profits et tout. Et là, on a eu un joli pump, il y a quelques jours. Donc comme tu l'as dit, Lies, suite à l'annonce de Binance, Bybit et Bitget de Ah, Bitget construire aussi, j'ai vu. ouais, et Bitget de construire aussi l'ST, pour, donc ils vont construire des LST pour, ces échanges et donc ça sera un LST Bybit, mais derrière, ce sera la technologie de Sanctum. Et en fait, c'est intéressant parce que Sanctum, on a un projet qui a jamais accepté de payer pour être référencé. Donc un petit peu plus tôt dans le podcast, on parlait de Ouais, protocoles qui devaient dépenser à chaque fois des fees, en payer des tokens avec leurs tokens, pardon, pour être pour être listé. listés. Donc là, on a un projet qui a toujours refusé de payer pour être listé. Et en fait, on a une approche qui est assez innovante sur ce projet. Ils ont proposé du service. Plutôt que proposer des tokens, ils ont proposé la création d'un LST. Donc, bah, on a déjà, ce projet et Bitget, donc 2 qui vont avoir leur LST. Binance n'a pas encore listé le token, donc je vois pas un Ça ne devrait partenariat tarder, je pense. c'est ça, je vois pas un partenariat aussi fort sans que Binance, après, liste le token. On peut imaginer aussi un LST Kraken, peut-être Gate. Donc voilà, je trouve l'approche assez intéressante. Je dirais Hem, Coinbase aussi. Euh, En plus, on l'a vu déjà du côté Ether avec le CBETH, le Binance ETH. Donc je mais tu pense que vois, ouais, hein. c'est super intéressant ce que tu dis, parce que le CBETH, c'est l'infrastructure Coinbase. Et en fait, pourquoi la nouvelle, elle est super intéressante? Parce que Binance, il possède à peu près, entre, je crois 5,5 millions de Sol, ça représente à peu près 800 millions de dollars de Mhm. Solana pour leurs clients. Donc Binance possède 800 millions de Solana pour leurs clients.
Et en fait, aujourd'hui, ils utilisent leur validateur. Et donc, on a Coinbase qui avait fait le choix de créer son infrastructure pour faire du liquid staking, le CBETH. Alors que là, on a Binance qui a quasiment 1 milliard de valeur de Solana, qui aurait pu décider de créer son architecture, vu qu'ils sont aussi validateurs. Et pourtant, ils font le choix de passer par Sanctum. Donc, je trouve ça assez intéressant parce que on a un protocole qui est valorisé moins de 300 millions. Alors, parenthèse, j'ai un énorme biais, c'est que j'ai une grosse position, donc sachez-le. Et il faut toujours en être conscient. Voilà, mais c'est pour ça que je connais aussi bien ce projet parce que j'ai une position dessus. Mais je trouve ça vachement intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure du principal concurrent qui était rentable et qui générait des revenus, qui était Jito. Et Jito, c'est un protocole qui génère, pardon, excusez-moi, qui a une Ouais, après Jito, Fully Diluted Valuation. ils sont spécialisés dans la MEV. C'est ça qui fait que Jito, ça génère énormément, la MEV sur Solana. Et avec la shitcoinery season, le MEV à gogo. Jito aussi, ils bossent sur un client Solana, je crois. Je crois que c'est eux qui font le truc Fire Dancer. Et je crois Yes, que mais ça aussi, ça joue dans leur. ça, c'est toujours pas sorti, je crois, il me semble, hein. Ouais, mais du coup, c'est eux, l'équipe Jito Labs, qui bosse dessus. Du coup, c'est comme une grosse équipe comparée à Sanctum de Solana, Jito. Ouais, carrément, ils sont, de toute façon, ils sont beaucoup plus en avance, hein. Voilà, en tout cas, je trouvais ça intéressant de comparer avec ce protocole-là parce que, pour moi, il a quand même beaucoup de potentiel. Binance n'a pas choisi Jito, ils ont choisi, Sanctum, donc c'est quand même assez, intéressant. Puis quand vous appelez Binance, vous faites pas des choix stratégiques comme ça si vous avez une vision long terme. Vous allez quand même, après avoir un BNSOL construit sur Sanctum. Donc j'imagine qu'ils ont, beaucoup d'espoir dans ce partenariat-là. Donc, bon, petite parenthèse sur Et, les fees qui était super intéressante à dire. et tu sais quoi, sur le token cloud, normalement, je sais pas si tu te rappelles, ceux qui veulent utiliser le service Sanctum, ils vont devoir acheter des clouds et les burn. Je sais pas si ça tient toujours, si encore une fois c'est un deal différent, mais il est possible que si c'est toujours comme ils l'ont écrit, Binance ou Bybit doit acheter des clouds et les burner pour que, à moins que ce soit un deal exclusif de listing, enfin bref, mais normalement c'est comme ça que ça devait fonctionner en tout cas. Enfin, c'est l'utilité qu'ils ont voulu apporter au cloud et qu'ils indiquaient. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, bah, en tout cas, je sais que pour le Jupiter Sol, Jupsol, je sais qu'il y a vraiment 0 fees, tu vois? Sanctum a pas spécialement une incentive, là-dedans. Je sais pas, pour l'instant, on n'a pas de détails économiques sur les accords construits avec ces plateformes. Peut-être que en échange d'un listing, il y a pas de fees, tu vois? Il y a une création, complètement gratuite, du LST pour Binance. Après, ça, En ça échange, apporte de la tu valeur vois? aussi, ça. Ça apporte des nouveaux acheteurs au token. Donc, Ah, tu la visibilité? Heu, mhm. Tu fournis un Ouais. LST gratuitement, en tout cas à l'infra, et en échange, tu as un listing. Bah, c'est, je trouve, une approche assez innovante de notre industrie d'offrir, du service et pas que des tokens pour être listés. Et voilà, ce Yes. projet est un peu différent quand même dans l'approche, hein, sur plein de trucs. Voilà, donc je trouvais ça intéressant et puis après, 2 protocoles intéressants. Je trouve que PancakeSwap, mine de rien, tu en parlais tout à l'heure, heu et ben, on a beau avoir des volumes qui se sont effondrés sur, Binance, la BNB Chain, on a quand même plus de 300 millions de revenus pour ce protocole. Donc ils ont bien su, se diversifier en allant sur d'autres chaînes. On sait Heu, c'est quelle blockchain qui leur rapporte le plus ou pas? alors est-ce que tu as le détail là? Ah, ils ont aussi Heu, un perp. Attends. Parce ouais, que visiblement c'est non, leur, perp, c'est le perp, en fait. ouais. Je sais Non, pas. en vrai là, Oui, je regarde le attends. volume. Tu sais que le volume, il est toujours important, hein. Attends, bah, je vais t'afficher. Montrer mon. Je vais te montrer. Regarde, si tu regardais mon écran. Yes. Je pensais que personne n'utilisait PancakeSwap. En tout cas, moi, ça fait longtemps. Mais en termes de volume, j'ai envie de dire que c'est plutôt stable, hein. On est sur du 1, allez. Attends, je vais mettre ça en mensuel. Voilà.
On va dire que mensuellement, tu vois, c'est Tu 15 vois, ça fait milliards quand qui même échangés. moi, je suis étonné, il y a quand même 1,6 milliard et en fait, je suis étonné heu, que des protocoles comme ça arrivent à avoir autant de TVL et donc Ça, il et faut à le générer autant dire. de revenus, sachant qu'il y a plus de rumeurs d'airdrop. Alors, on sait qu'ils ont toujours, l'utilisation de leur token, Pancake, pour, des incentives et qu'il en reste, encore, une trentaine de pourcents, je crois, dans leur supply à débloquer. Mais Ouais, non, ils avaient beaucoup plus en plus et je crois qu'il y a eu des votes pour réduire la supply. OK. Donc, ouais, il y a eu plein de trucs. Mais là, de ce que je vois, c'est surtout sur la BSC a priori Ah ouais, qu'il donc y a ça eu des reste, TVL. OK, ça reste vraiment le plus gros protocole, OK. Ouais, ouais, En vrai, purée. c'est ce DEX-là est plus liquide que sur Solana, hein, clairement. C'est assez fou. Voilà, après, on dit pas du tout que le token est intéressant à acheter, mais simplement, on trouve que c'est quand même intéressant que des protocoles comme ça arrivent à générer autant de revenus. Personne parle, Pancake et mine de rien, ils génèrent 300 000 000, 314 millions de dollars par Mm. an, donc c'est quand même assez remarquable et Et ouais. on a une question dans le chat. Je sais pas si tu as terminé ce que tu voulais dire, mais ça nous demande sur GYDX ce que tu as un avis sur les volumes. Là, on l'a vu, GYDX, ça rentre pareil dans la. Tu m'entends? Ouais, excuse-moi, j'ai bugué. Pardon? Ouais, je crois que tu as eu un bug. Ouais, Oui, c'est moi. bah, alors il y a, des informations sur DYDX un peu plus bas. Heu, je sais pas ce que ça représente ces informations. Une fois de plus, qu'est-ce qui est fiable ou pas? C'est assez difficile, mais sur, DeFi Lama, on peut voir que, en tout cas, ils indiquent, 5 000 de revenus de fees collectés. Après, c'était le mois d'août, donc c'était aussi un mois qui était plutôt calme. Mm. Ça reflète pas ce qu'ils peuvent générer sur une année. Heu, voilà ce que je peux t'en dire dans les fees, ça me paraît pas beaucoup, moi. Mais, Moi, je pense que c'est fiable. Je crois qu'annuellement, c'est un peu plus élevé. Regarde, annuellement, on est sur du 63 millions. Donc, alors, si je partage mon écran, on est quand même sur du 63 millions sur GYDX. Et tu sais, c'est quand même un pervdex. Donc, les pervdex, c'est littéralement le business model. Comme le liquid stacking, ce qu'on racontait, c'est l'un des plus rentables. Donc, tu payes des frais et tout. Et même pour te dire, les stakers de GYDX, je crois qu'ils ont un APR de 16% payé directement en USDC aussi, ce qui n'est ce qui est pas négligeable, hein. ouais, bah, bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que, le but de ce petit exercice, c'est de voir qu'en fait, il y a des protocoles qui font peut-être moins parler d'eux. Bon là, DYDX c'est un peu plus connu, mais qui font pas spécialement parler d'eux et en fait, qui ont une rentabilité, de la TVL. Hem, je pense que le dernier qu'on peut regarder, moi, que je trouve, assez intéressant aussi à suivre et qui m'étonne par rapport à ses revenus et sa TVL, en fait, c'est vraiment AAV. Mm. Hem, puisque AAV, heu, 13 milliards de TVL, je crois. alors là, je suis en revenu AAV, on est annuel, donc on est 18 milliards, quasi pardon, 300 de 000 000. TVL. Ouais, quasiment 300 millions. Et si on va sur la TVL du protocole, heu, on a quasiment donc plus de 11 000 000 11,4 milliards de TVL et en fait, ce que je trouve assez intéressant sur AAV, c'est que, tu vois, on est, pas loin, pas si loin des sommets, du Attends, précédent pourquoi cycle. j'ai pas la même chose? Je suis sur AAV, je te jure, j'ai 18 milliards de TVL, moi. Alors, tu es peut-être sur les AAV V3 et choses comme ça? Non, non, je suis sur le AAV global. TVL, heu, je sais pas, je pourrais pas te dire. Par contre, j'ai pareil que toi. Les fees, après, les fees, c'est pas ce que gagne AAV, hein. Les fees, c'est ce que les borrowers, etc. payent. Par contre, ce qui revient dans la poche de AAV, c'est revenus. Et moi, j'ai à peu près 58 millions annuels. OK, OK, tu as raison. C'est intéressant ce que tu dis. Donc c'est les fees qui sont collectés et après, tu as les revenus qui sont ici. Ouais, Alors, que AAV récupère sur tout ce qui est payé en APR et tout, borrow et etc.
Et en tout cas, c'est assez intéressant de voir la TVL, qui remonte et en fait, quand tu regardes, il y a énormément de TVL qui est sur, Ethereum, donc c'est vraiment un des plus gros protocoles d'Ethereum, Mainnet. Mmh. Donc les gens ont visiblement confiance dans cette app, donc il y a de la TVL, alors qu'il y a plus d'incentive, il y a pas de rumeur d'airdrop. On a un protocole qui va arriver sur ZkSync. On a un protocole qui va se déployer sur C'est pas la news Aptos. la plus bullish, hein, d'arriver sur cette classique. Ouais, bah, en tout cas, dans l'écosystème ZkSync, Pour Zcasing, c'est cool, oui, il y a mais pas pas pour AAV, j'ai grand-chose. envie de dire. Ouais, c'est plus cool pour ZkSync que AAV, ouais. Donc, là, ils ont voté la DAO d'aller sur Aptos, donc ils arrivent prochainement sur Aptos et ce sera Ça, la c'est cool, ça. première chaîne hors, écosystème, Ethereum, on va dire Mmh. et ça sera En pour Aptos EVM. donc c'est aussi un risque. Il va falloir recoder beaucoup de choses, hein, pour être compatible. Donc on a un protocole qui continue d'avancer, qui a de la TVL. Voilà, je crois qu'en termes de déblocage, il y a eu beaucoup d'unlock, je sais pas sur, Je crois CryptoRank. que non, toute la supply est presque, je crois il y a 90% de la supply qui est déjà en circulation. Donc, ça a passé l'épreuve du temps et ça a bien, 93, raison, ouais. ouais, ça a bien dilué tous les tokens entre les différents acteurs et différentes mains qui hold le token. Exact. Donc tu vois ça, ouais, assez intéressant ce protocole-là. Bon, parfois tu as des protocoles dinosaures comme ça qu'on regarde absolument plus, parce qu'on veut que des nouveaux protocoles, super hype et tout et en fait, on oublie que, bah, avoir une résilience dans le code, dans le temps, avoir une TVL, en croissance, malgré, des bear market, avoir des revenus, avoir quasiment plus d'unlock, avoir, une team qui essaye de développer le projet sur d'autres chaînes. Bon, je trouve que bon, c'est c'est un mammouth, mais il y a des choses intéressantes en tout cas. Moi, je pense que même le plus important dans ce que les protocoles gagnent, c'est intéressant de regarder ce que les protocoles gagnent parce que ça démontre du budget qu'ils auront pour continuer à développer leur projet et perdurer dans le temps. C'est le problème de beaucoup de layer 1 qui vont vraiment mourir, c'est que les multivariés, s'ils n'arrivent pas à avoir leur truc ou les autres, c'est qu'à un moment, la trésorerie, elle s'écoule, même les Polkadot, ils ont utilisé tout l'argent que les VC ont donné, ils n'ont plus rien, c'est parti dans les employés, les pubs et tout. Ensuite, dans leur trésorerie en EGLD, tout est cramé, et surtout si le token ne tient pas, etc. Et après, j'avance plus dans le temps. Alors que quand tu as un protocole qui a toujours l'argent des VC ou qui l'a plus, mais qui du coup maintenant a passé l'épreuve du temps, l'épreuve où le token c'était un token VC et maintenant c'est plus un token value croissance, j'ai envie de dire. Tu arrives un peu au début d'une entreprise. Euh, Mais c'est et super intéressant, c'est super. En fait, vu qu'on manque un peu de retour, on n'a pas trop connaissance de qu'est-ce qui se passe à la fin de l'émission totale de la libération totale, pardon, de tes tokens. mm, Vu que c'est un peu nouveau, ces altcoins là qui arrivent avec des grosses finances, des gros financements et qui font des libérations comme ça et donc là, on arrive sur des périodes où, bah, les tokens des anciens cycles ont des libérations. La majorité sont morts et ils n'attirent plus personne et il y a plus de TVL, il y a plus de traction, il y a plus rien et on a quelques projets comme ça qui, ont de la résilience, et comme clairement. tu le dis, bah, en fait, c'est cool les financements, tout ça, mais, être, indépendant, ça passe par, le fait que ton protocole génère des revenus, génère de la confiance et une bonne image de marque, Tu sais, et c'est littéralement comme dans la TradFi. C'est genre, tu as les VC qui rendent avant la cotation en bourse. Après, tu as le premier cycle, c'est un peu le banana zone. Et après, soit l'action, elle arrive à se relever, soit plus jamais tu t'entends. Et si jamais elle arrive à se relever, bah, du coup, maintenant, c'est les investisseurs un peu growth qui sont dans une entreprise qui n'a pas. Bon, que AAV, c'est quand même gros, mais qui n'a pas atteint son plat potentiel et qui rentre après le cycle VC, qui rentre après, qui rentre dans le niveau où c'est dans la phase de croissance, j'ai envie de dire. Et là, sur AAV, je pense qu'on arrive vraiment dans cette phase-là où c'est croissance, quoi. en C'est fait, intéressant. il y a juste 2 dernières choses que j'aimerais ajouter, c'est que, si, demain, en fait, aujourd'hui, les protocoles ont peur de transformer leur token de gouvernance
en incluant du revenu sharing, donc du partage de revenus, parce qu'en fait, ça pourrait être une forme de securities, et donc ça, d'un point de vue réglementation, ça pourrait poser beaucoup de problèmes et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu sur Uniswap, où la DAO avait plutôt voté en faveur d'un partage de revenus, mais la SEC a dit: «Attention, du partage de revenus, vous allez être un titre, financier, il va falloir vous enregistrer». Ça rend les choses beaucoup, beaucoup plus complexes, notamment, quand tu t'adresses à des investisseurs particuliers, donc tant qu'on n'a pas une réglementation claire là-dessus, ça sera problématique. Mais si demain, on a une réglementation qui évolue et on a des tokens, de gouvernance qui ont la possibilité de partager des revenus, en tout cas, AAV est extrêmement bien positionné pour bien performer et puis de toute façon, il faut toujours, exprimer une critique. Le problème reste un problème central, c'est que le jour où il y a un hack, parce que ça reste du code et qu'il peut toujours y avoir des failles et ben, en Ça fait, reste un humain qui l'a écrit, ouais, voilà et qui l'a vérifié. et le problème, c'est que ce sont que les smart contracts, construits sur Ethereum, sont plus vecteurs à enfin, voilà, sont vecteurs à beaucoup d'attaques et quand tu as beaucoup de fonds, beaucoup de TVL, tu es aussi la cible de beaucoup d'attaques. Donc voilà, c'est la seule petite critique, c'est le jour où il se passe quelque chose, voilà, le token part à la cave, quoi. Donc il y a toujours ce risque-là malheureusement et il faut aussi en parler, quoi, pour nuancer le discours. Clairement, clairement, clairement. Bon, Bon, je crois qu'on a fait le tour et qu'on rentre dans le format. Est-ce que tu avais, un petit mème de la semaine, peut-être de côté? non, j'ai pas préparé, j'ai pas fait mes devoirs. Tu en as un? Ouais, je vais partager le mien du Vas-y, coup, vas-y, go, pour, go. heu, pour le fun parce qu'il m'a beaucoup fait rire. Donc Mince. je vais vous En plus, hein? j'en ai vu un bien cette semaine, mais j'ai oublié de le mettre, en signé. Alors, donc en Hop, fait, donc le mème voilà. le mème m'a beaucoup fait rire parce que, en fait, il y a pour vous l'expliquer, il y a une rumeur aux US que, hem, ils taxeraient ou c'est, Kamala Harris qui taxerait les profits non réalisés. Donc les gains latents, seraient taxés. Donc en fait, on voit une image où d'un côté, il y a quelqu'un qui dit: «Tu vas payer 25 de taxes sur tes bitcoins sur les gains non réalisés» et de l'autre côté, tu as le chat dans une voiture qui dit: «Mais moi, mes bitcoins, je les ai perdus dans un accident de bateau». Donc ça m'a beaucoup fait rire, hein. C'est vrai. En plus, c'est dans le thème des élections et tout, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, je suis dégoûté, j'ai pas préparé le mien. Bon, Bon, bah, c'est du pas grave, coup, c'était la petite note, de fin de vidéo. En tout cas, yes. Et c'était un format un petit peu différent. Voilà, on avait Mmh. plutôt envie de parler de d'altcoin, de revenus de protocole, un petit peu de ce que nous on regardait pour se positionner sur des altcoins ou pas. Voilà, vu qu'il y avait eu beaucoup de sorties, via les airdrops. Voilà, c'était un petit format un peu différent. Il y avait tellement de choses à dire et on n'a même pas pu, je pense qu'on aurait même encore pu, développer pendant des heures et des heures sur les valorisations, des trucs comme ça, mais en tout cas, ça fait plaisir. On tient un format d'1 h 30, donc on peut se féliciter parce que quand on regarde la semaine dernière, c'était quand même un gros, gros morceau qu'on a fait. Ouais, c'est clair et puis, merci à tous ceux qui sont passés, qui ont passé une petite tête, qui nous ont mis des commentaires dans le chat, c'était super agréable de vous lire et de lire vos questions et donc, bah, on prend beaucoup de plaisir sur ce format donc, merci à vous, d'être là. Merci à tous ceux qui nous écoutent en rediffusion. On sait que vous êtes beaucoup, Mmh. et vous nous écrivez en DM donc, c'est super sympa de votre part voilà, de nous écouter, ça nous fait très plaisir. Si vous voulez, continuer les discussions, n'hésitez pas à nous rejoindre, donc vous Dans la pouvez nous description, retrouver il y a ton ouais, dans Linktree, celui de Hunter et mon Twitter, donc ouais, directement tout direct. voilà, dans nos Discord, on est, très présent et actif, et on essaie de répondre aux questions, si vous débarrez en crypto, si vous avez des questions, voilà, on est ravis de vous aider, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis yes, je laisse le mot de la fin. Au revoir. À Salut les plus, gars. ciao, ciao.